Bonjour à tous, je m'appelle Steven Dolbeau, je suis directeur associé d'Anima. Donc la session qu'on fait là, c'est une session qui s'appelle En aparté, qui est censée être une session plutôt participative. L'idée, c'est qu'on puisse aussi échanger avec vous pendant la conférence. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le moins descendant possible. Je vais essayer de vous donner la parole régulièrement. Après, c'est à vous de jouer le jeu ou pas, si vous avez envie de poser des questions ou si vous avez envie de participer. Peut-être aussi que vous n'aurez pas forcément grand-chose à dire, et je le comprends tout à fait, il n'y a pas d'obligation. Mais si on peut enrichir l'échange, c'est toujours mieux. Donc voilà, je préfère le dire au début. Et donc ravi d'accueillir Xavier Dezamy et Marc-Antoine Eil-Mazega. Donc Xavier Dezamy, vous êtes Global Account Manager chez Deloitte, à ma gauche. Et puis Marc-Antoine Eil-Mazega, vous êtes directeur du centre énergie et climat de l'IFRI. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Afrique. Le titre de la conférence, c'est Cap sur l'Afrique, répondre aux besoins, saisir les opportunités. L'Afrique, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé du point de vue de l'énergie, avec peut-être aussi quelques fantasmes. Il y a une dizaine d'années où on se disait le développement de l'Afrique va se faire de la même manière que sur l'énergie, de la même manière que pour les télécommunications. Bon, finalement, on voit que c'est pas forcément le cas. En tout cas, si on peut poser le cadre en quelques mots, l'Afrique, c'est 800 millions de personnes sans électricité, dont 600 millions en Afrique subsaharienne. C'est aussi 60% du potentiel solaire mondial qui est en Afrique. C'est moins de 3% des investissements énergétiques mondiaux. Donc voilà, quand on voit le rapport, c'est quand même assez hallucinant. Et puis, c'est des ressources critiques abondantes, cobalt, graphite, hydrogène. On va en parler un peu en fin de conférence. Donc voilà, l'Afrique, ça concentre à la fois les besoins et les potentiels de la transition, mais les modèles restent encore en construction. Quid des financements, quid des infrastructures, et puis aussi quid de la réglementation qui est aussi en train de se structurer là-bas. Et puis c'est pareil, quand on parle d'Afrique, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique subsaharienne, et puis chacun a un peu ses propres enjeux, ses propres opportunités, etc. Peut-être on peut commencer avec Marc-Antoine. Vous avez travaillé donc beaucoup sur l'Afrique. Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble un peu de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique du point de vue de l'énergie? Est-ce qu'on peut essayer de brosser un portrait de où on en est aujourd'hui de ce point de vue-là? Oui, bien sûr. Merci et bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Donc, en quelques mots, peut-être faire le constat malheureux quand même qu'il y a un immense sous-développement en Afrique subsaharienne d'un point de vue énergétique. Et donc, évidemment aussi, sans énergie, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de développement économique, etc. Donc, ça handicape tout, c'est clair. Et les avancées auxquelles on a assisté ces dernières années sont allées insuffisamment vite par rapport à la croissance démographique. Donc en fait, le problème est très très loin d'être réglé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on a tous bien compris que l'Afrique du Sud en tant que pays, et l'Afrique du Nord, eux, sont très bien électrifiés, il n'y a pas de problème d'accès à l'électricité, etc., même s'il y a la pauvreté énergétique, bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qui avancent vraiment dans le bon sens. La première, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de gouvernements de la région et de pays de la région qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même tout un tas de solutions qui sont en train de se développer et donc technologiques et qui sont tout à fait... il y a des business models pour, les gens se les accaparent, etc. On y reviendra. Et le troisième, c'est qu'il y a quand même énormément d'activités industrielles, minières pour l'essentiel, mais un peu industrielles quand même, qui tirent des projets d'électrification liés aux énergies renouvelables, hors réseau ou sur le réseau. Donc ça, c'est très positif. Ce sont des acteurs qui ont les capacités d'investissement, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des nouveaux défis qui apparaissent, malheureusement. C'est la variabilité de l'hydro. En fait, on a construit énormément de barrages, on construit encore énormément de barrages sur des fleuves, sur des lacs, mais en fait, il y a de moins en moins de prévisibilité et de certitude sur la disponibilité de l'eau. Et je pense notamment aux Zambie, c'est une situation qui est absolument épouvantable, parce qu'en fait, de fait, la sécheresse qui sévit là-bas depuis des mois et des mois indique que, oui, il y a des fleuves, etc., mais enfin, vous ne pouvez plus construire grand-chose dessus, malheureusement.
Deuxième peut-être élément quand même un peu large pour introduire ce propos, c'est que on est dans un contexte où l'attention des grands acteurs internationaux est en train de s'effrite d'une certaine façon. C'est-à-dire que les États-Unis très clairement retirent tous leurs mesures de soutien, USAID, Power Africa, enfin tout ça c'est terminé. Les Européens n'ont plus d'argent, d'une part, et d'autre part, le peu qui reste va en Ukraine. Donc ça aussi, c'est fini. Et les Chinois, qui étaient quand même des grands pourvoyeurs de fonds, eh bien, sont beaucoup plus prudents qu'avant. Alors, ils ont eu des déconvenues, ils procèdent autrement, et puis eux aussi n'ont plus de l'argent illimité. Donc ça veut dire qu'au fond, la grande question, le grand sujet, c'est celui de l'investissement privé des Africains en Afrique. Voilà. Et ce sujet-là, il est absolument central. On voit encore trop d'évasion de capitaux. D'ailleurs, avant, c'était largement vers l'Europe. En fait, maintenant, c'est vers le Moyen-Orient et tout un autre pays. Et donc, tout cet argent-là qui sort, c'est de l'argent qui pourrait bien mieux, évidemment, investi en Afrique. Et tout l'enjeu, à mon avis, dans ce nouveau contexte de basculement, c'est l'investissement privé des Africains en Afrique. Et puis, évidemment, l'épargne africaine, comment est-ce qu'on arrive à mieux la mobiliser, etc., pour ce type d'investissement. Merci. Xavier, donc vous êtes un des rédacteurs, ou oui, je pense que c'est un des rédacteurs d'un Outlook que vous avez fait en 2023 et que vous êtes en train de préparer cette année à nouveau sur l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez compléter ce que vient de dire Marc-Antoine ? Merci Steven. Alors, en effet, chez Deloitte, on a publié en 2023 la première édition de l'Africa Energy Outlook. On est effectivement en train de travailler sur sa mise à jour pour la fin d'année 2025. Lorsqu'on s'est lancé dans ce chantier, l'idée n'était pas de refaire un autre Outlook. Il y a des industriels et des institutions qui le font très bien. L'idée pour nous, c'était d'aller dans le détail des singularités régionales grâce à notre réseau Deloitte au sein des pays. Je me rapproche tout à fait de ce qui a été dit auparavant. L'Afrique rencontre un certain nombre de difficultés. La pauvreté énergétique est évidemment le sujet le plus important et qui concerne la quasi-totalité de l'Afrique. Après, ce qui se passe lorsqu'on regarde un petit peu dans le détail, et ce qu'on a eu l'occasion de faire lors de cette Africa Energy Outlook, c'est qu'il y a des disparités régionales énormes, des situations très différentes en fonction des pays, même si on partage le même constat initial. Si l'idée c'est pas de pointer tel ou tel pays, on pourrait faire une conférence sur chacun des pays presque pour en discuter. Mais voilà, on se rend compte que entre un pays comme le Maroc typiquement, qui a réussi l'accessibilité énergétique pour sa population, qui entretient une relation avec l'Europe de par sa proximité, mais qui cherche finalement à transitionner de son modèle autour de l'import du charbon et des hydrocarbures vers un modèle plus renouvelable, versus à l'extrême opposé un pays comme le Mozambique qui a un potentiel extraordinaire en ressources, qu'elles soient renouvelables ou fossiles, mais qui a un taux d'électrification en dessous de 40%. Et des énormes problèmes d'infrastructure, et ce malgré des grandes découvertes gazières aussi offshore. Donc c'est intéressant de regarder dans le détail malgré tout, et la question du financement spécifique et de comment on fait pour construire ces infrastructures spécifiquement et de manière, je dirais, corrélée aux problématiques de chaque pays est un des points fondamentaux. On voit que l'électrification reste quand même un sujet important. Je l'ai dit en intro tout à l'heure, 800 millions de personnes, c'est quand même beaucoup. C'est à la fois un enjeu de climat, mais c'est aussi un enjeu de santé publique, faut le dire. Puisqu'en fait ces personnes-là se chauffent ou en tout cas cuisinent pour la plupart avec du feu de bois, et donc forcément ou des énergies fossiles, et donc du coup avec les émanations qui peuvent en découler. Sur quel modèle aujourd'hui on a beaucoup parlé, donc comme je le disais aussi là en intro, d'un développement de l'Afrique vers des modèles décentralisés, vers des grids qui vont se construire village par village avec les ENR, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on constate, ou en fait finalement c'est pas vraiment ce qu'on constate, et puis c'est un modèle assez proche de ce qui a été fait en Europe qui est en train de se développer aujourd'hui? Je me lance. Allez-y. Merci.
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que le développement de l'électrification rurale en Afrique, il est tiré en partie par les réseaux télécoms. Quand vous mettez des tours télécoms, il faut les alimenter en électricité, donc vous créez de la petite capacité locale, et puis du coup qui fait des petits embranchements locaux, et ça marche très bien, et à partir de ça, on peut faire des mini-réseaux locaux, effectivement, et puis développer des systèmes de type pay-as-you-go, de kits solaires, etc. Sur la cuisson propre, il y a deux avenues. La première, c'est les autocuiseurs électriques à pression, ça marche très bien. Ou alors les petites gazinières avec le LPG. On a vu des bons progrès dans des pays type Kenya, etc. Mais à chaque fois, ce qui est clé, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Parce que les business models sont là, il n'y a pas de problème, mais si la volonté politique n'est pas là, ça coince. La deuxième chose, c'est que on voit quand même de plus en plus de grands projets d'hydrocarbures. Je ouvre une parenthèse à ce propos. Je suis toujours très énervé quand on nous raconte que il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux développements d'hydrocarbures en Afrique, etc. Parce qu'il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que ces projets-là sont de plus en plus liés à l'électrification domestique. Donc, par exemple, quand on va développer, vous évoquez le Mozambique, une partie du gaz qui va être produit au Mozambique, en fait, il va être, pas tout, évidemment, sinon ce serait jamais rentable, mais il va être utilisé dans des centrales thermiques au Mozambique pour accélérer l'électrification, idem côté Sénégal, etc. Donc ça va dans le bon sens, évidemment, ou au Congo-Brazza, c'est la même chose. Et donc ça permet de consolider le réseau centralisé, celui-là. Le problème, c'est partout, en ce qui concerne le réseau centralisé, c'est le cas dans tous les pays émergents, et ce n'est pas juste le cas d'ailleurs en passant des pays émergents, parce que nous aussi on a d'immenses problèmes des réseaux, mais le réseau est structurellement sous-investi, c'est le point faible. Et personne ne veut investir dans le réseau. Donc c'est le parent pauvre, et à partir du moment où c'est le parent pauvre, ça bloque tout. Et le meilleur cas d'exemple, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez un pipeline, on s'y perd, mais en tout cas de plus de 50 gigawatts de projets renouvelables. Il n'y avait pas un jour ces dernières années sans qu'il y ait eu des coupures de courant massives en Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas connecter les projets renouvelables au réseau. Parce que l'entité ESCOM, qui est à l'intérieur de laquelle il y a le réseau, elle est exsangue. Donc, voilà, on a eu ces problèmes-là. Et enfin, par contre, l'Afrique bénéficie massivement de l'implosion des coûts des panneaux photovoltaïques, c'est clair. Alors, malheureusement, quand on emprunte pour ce type de projet en Afrique, alors vous en savez quelque chose, donc je fais juste allusion au sujet, mais enfin, les coûts sont rédhibitoires, donc ça, c'est pas normal, mais c'est une vraie opportunité, c'est clair. Et on voit aussi, d'ailleurs, apparaître tous les enjeux de réseau intelligent, stockage, flexibilité, etc. Xavier ? Oui, juste pour ajouter, effectivement, je pense que c'est important pour revenir à la genèse de la question, c'est important de ne pas vouloir faire un copier-coller de ce qu'on a fait en Europe, en Afrique. Pour différentes raisons, parce que déjà, c'est plus la même époque. Il y a des contraintes qui sont complètement différentes. Il y a des ressources aussi qui sont complètement différentes. On ne peut pas comparer la ressource solaire africaine avec la ressource qu'on a en Normandie ici. Donc en fait, on ne faut pas chercher à copier-coller, il faut chercher des nouveaux modèles. Il y a effectivement il y a besoin de créer des réseaux. Effectivement, c'était mentionné, le réseau c'est le parent pauvre, c'est très capitalistique, personne n'a trop envie de mettre les mains là-dedans, mais il y a besoin de réseaux. On attend d'ici 2050 une évolution démographique en Afrique x2. Ils vont ajouter 1 milliard de personnes à la population mondiale avec une urbanisation importante. Donc il y a besoin de réseaux, il y a besoin de structurer un réseau électrique autour des villes. Et à côté de ça, de par l'étendue des distances, il faut aussi être capable de développer des nouveaux modèles, des mini-grids, des choses très décentralisées. Et pour ça, on peut profiter effectivement des coûts du solaire, on y reviendra sûrement dans la suite, mais par rapport à la maturité des technologies aujourd'hui qu'on a et des coûts marginaux qui peuvent diminuer, faut aussi s'appuyer là-dessus et s'appuyer et penser des nouveaux modèles pour les populations qui ne sont pas forcément dans les villes parce qu'il en reste. À ce stade, est-ce qu'il y a déjà des questions, des interventions sur les réseaux ? Oui, monsieur. Alors justement,
que, alors, au Cameroun, par exemple, vous avez l'INEO qui gère le réseau, et il y a l'électricité qui est majoritairement subventionnée, ce qui est le cas de plusieurs pays africains, pour des raisons de popularité du gouvernement en place, et qui a des défauts de paiement, des retards, etc. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord, premièrement, ou prioritairement, changer cette façon de faire des réformes du secteur de l'énergie, et peut-être à travers ça, des banques comme Crédit Agricole, dans laquelle je travaille, qui vont aller financer. En sachant qu'on avait aussi évoqué, donc il y a la gouvernance au niveau des pays, mais il y a aussi les gouvernances supra-étatiques, et on avait parlé aussi notamment de la gouvernance africaine, en fait, des nations africaines. Oui, pour prendre la question, effectivement, je pense que c'est un point fondamental, et ça mérite qu'on s'attarde un petit peu sur justement les freins à l'investissement aujourd'hui. Et je pense que effectivement, on parle de réseau, on parle de système de production. Faut pas oublier que c'est des infrastructures, c'est des projets qui sont extrêmement capitalistiques, des projets qui se font sur le long terme et pour lesquels le retour sur investissement va se compter sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et effectivement, ça participe à des politiques énergétiques très long terme. Et donc, quand on se replace un peu dans les chaussures d'une banque, d'un investisseur, d'un industriel qui se pose la question entre plusieurs projets dans son portefeuille sur lequel il va aller investir, il y a une chose qui est très importante, et ça, les pays africains et les gouvernements en prennent de plus en plus conscience, c'est la stabilité. Il y a deux types de stabilité. Il y a la stabilité géopolitique. Alors, en ce moment, c'est difficile de parler de stabilité géopolitique, mais en tout cas, à un instant T, on est obligé de regarder déjà pour les capitaux qui vont être investis, mais surtout pour la sécurité des employés, des gens qu'on va déployer sur place, des gens qu'on va faire travailler. C'est extrêmement important d'avoir cette vision sécuritaire là-dessus. Mais bon, la géopolitique, ça peut changer rapidement. Il ne peut pas toujours quelque chose. C'est un risque à prendre aussi. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et dans un deuxième temps, en termes de stabilité, ce qu'un investisseur va regarder, c'est la robustesse de ses hypothèses au long terme. Et pour cela, il faut qu'il puisse s'appuyer, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'énergie, sur une régulation qui est stable, ou en tout cas qui ne reçoit pas des changements brutaux au long terme. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une régulation ? Est-ce qu'il y a un régulateur indépendant ? Est-ce que les conditions fiscales sont avantageuses, fiscales et financières sont avantageuses pour les investisseurs étrangers ? Est-ce qu'il y a une politique de local content ? Est-ce que les logiques de permitting sont rapides ? Toute cette série de questions réglementaires qui sont adressées par les gouvernements. Et c'est des questions, si on répond par la positive, en fait, on dérisque énormément la variabilité de nos hypothèses structurantes sur notre projet. Et grâce à ça, on peut, en tant qu'entreprise, en tant qu'investisseur, beaucoup plus se projeter sur le futur. Donc en effet, regarder la cause de tout ça, c'est extrêmement important pour les gouvernements. Et d'ailleurs, les gouvernements africains sont proactifs sur ces sujets-là. J'imagine que c'est à géométrie variable, évidemment, mais est-ce qu'il y a peut-être quelques pays qui sortent du lot de ce point de vue-là ? Alors, il y a des pays qui sont effectivement un petit peu plus stables ou faciles à travailler que d'autres. De nouveau, je ne vais pas pointer le doigt sur certains, mais en effet, les gouvernements sont proactifs. Lorsqu'on se rend à des conférences ou qu'on écoute un petit peu ce que proposent les gouvernements et les différents ministres, c'est aujourd'hui, et de ma jeune expérience, je ne sais pas si c'était le cas il y a 20 ans, mais en tout cas de ma jeune expérience, c'est ce que je vois aujourd'hui depuis quelques années, les gouvernements mettent l'accent sur leur stabilité réglementaire, leur stabilité sécuritaire. Un pays comme la Namibie, lorsqu'il y a eu les premières découvertes et a essayé d'attirer les capitaux, a mis beaucoup l'accent sur sa situation sécuritaire, sa situation réglementaire. Pas tout qui est parfait. C'est aussi aux industriels et à ceux qui ont de l'expérience de pouvoir accompagner les gouvernements dans cette démarche de co-construction. Mais je pense que les pays l'ont bien pris en compte. Sans prendre, je vais être un peu obligé de prendre pour modèle l'Union européenne parce que c'est un cadre de référence pour nous, mais est-ce qu'on est sur le même modèle que dans l'Union européenne où on fixe des objectifs,
on fixe des régulations et l'objectif, cette régulation-là doit atteindre l'objectif, par exemple en termes de solarisation ou en termes d'éoliennes, hydroliennes. Est-ce qu'il y a aussi ça ? Alors, il y a des objectifs, il y a des ambitions. Maintenant, ces objectifs et ces ambitions, elles sont contraintes par les financements. On parle beaucoup lors des COP d'accompagner les pays du Sud, au sens très large, pas que l'Afrique. Et derrière, voilà, c'est les financements qui posent problème. Et par conséquent, on ne peut pas dire que les gouvernements qui ont des ambitions sont des fois complètement maîtres de leur destinée, parce qu'ils dépendent encore beaucoup d'investissements extérieurs. L'investissement africain pour l'Afrique est un sujet, mais aujourd'hui, voilà, c'est des modèles entre États, des modèles avec des fonds mondiaux qui travaillent, et ça, les États africains n'ont pas forcément la main dessus. Antoine, peut-être un complément ? Oui, merci pour compléter un peu. C'est sûr que le sujet de la gouvernance, il est clé, et surtout des utilities publiques. On ne va pas rentrer dans la caricature, mais il est clair que, on l'a vu en Europe centrale, on l'a vu un peu partout dans le monde, quand vous êtes au pouvoir dans certains pays, l'entreprise publique, c'est un peu par moment votre caisse, quoi, en fonction des échéances électorales, etc. Donc ça, c'est juste pas possible, évidemment, en tout cas pas compatible avec une volonté de développement sérieuse d'un secteur électrique, c'est clair. Mon observation là-dessus, en particulier d'Europe centrale, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre en place une bonne gouvernance d'entreprise. Elle peut rester publique, c'est pas le sujet. Je ne suis pas chantre de la libéralisation, etc. Mais il faut une bonne gouvernance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il y a des principes de l'OCDE qui sont très clairs là-dessus, et vous les mettez en œuvre, y compris avec un conseil d'administration indépendant, etc. Des audits financiers indépendants, et la liste elle est longue, et à partir de ce moment-là, les choses généralement s'améliorent, ou alors c'est public, tout le monde voit quels sont les problèmes. Donc il y a des cas ou des pays où ces utilities sont plutôt bien gérées, et puis il y en a d'autres où malheureusement, oui, effectivement, ça pose problème. Et pour prendre un autre exemple, je pense qu'il y a quand même, on voit clairement émerger des pays où les choses vont plutôt dans le bon sens, de type la Côte d'Ivoire pour d'autres raisons, mais le Ghana, par exemple, on a vu des avancées aussi dans l'électrification au Kenya qui sont plutôt bonnes. En RDC, les seuls investissements qu'on a, plus grand pays francophone, les seuls investissements qu'on a tangibles, c'est des investissements de gré à gré portés par le secteur minier. Donc ça, c'est malheureux. L'immense barrage Inga dont on parle depuis toujours n'a pas lieu pour les questions de gouvernance, de stabilité, etc. Et donc ces conditions ne sont pas réunies. Alors peut-être qu'avec l'accord de paix, s'il se concrétise, on pourra finalement avancer dans le bon sens, mais c'est sûr que derrière, ce sont d'immenses opportunités qui sont manquées. Mais alors, sur l'électrification aussi, un autre problème de fond, et ça, c'est pas la faute des utilities pour une fois, c'est qu'il faut quand même... J'ai un collègue là, qui a fait un travail intéressant. Il a utilisé des photographies satellites d'un certain nombre de villes africaines avec un système de machine learning, les passer au crible pour voir où sont les panneaux solaires, et ensuite croiser les données sur l'installation de panneaux solaires avec les données sociétales, démographiques, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ? En fait, il y a énormément de panneaux solaires qui sont évidemment répertoriés nulle part, mais qui sont concentrés dans les quartiers riches des villes. Et donc, dans les quartiers riches, vous avez des consommateurs qui ont donc des panneaux solaires, des batteries, des générateurs diesel, et en même temps qui sont connectés au réseau. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et alors évidemment, on jongle en fonction des opportunités, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, etc. Mais le problème structurel derrière, c'est si vous avez de moins en moins de consommateurs qui peuvent payer, et il y a plein de consommateurs qui peuvent payer, qui utilisent le réseau, et donc qui payent les frais de réseau, etc., après tout s'arrête. Et on le voit à l'échelle d'un pays comme l'Afrique du Sud, qui là est en train d'aller en arrière, parce que en fait, les grands acteurs miniers
Et les grands acteurs industriels qui portaient le système, en fait, parce qu'il y a un système un peu de subvention croisée, et ben ceux-là, vu la détérioration de la qualité du service, se retirent ou développent des solutions autonomes. Donc ça fait le bonheur de tout un tas de développeurs, pas de problème, etc. Mais le fait est que du coup, le réseau, il est porté par qui? Il ne va pas être porté par les consommateurs dans les townships, etc. Bien sûr que non. C'est pas eux qui peuvent financer tout ça. Et si vous y ajoutez les problèmes de non-paiement, et si vous y ajoutez les collections sauvages, etc., c'est terminé en fait. Et donc après, il faut ponctionner le budget de l'État, mais si le budget de l'État est exsangue, voilà. Donc là, on arrive dans la trappe. Donc là aussi, il y a une question probablement fondamentale, un peu de responsabilité des uns et des autres, mais c'est vrai que les industriels disent on ne va pas vous attendre pour faire les réformes de gouvernance, etc., qu'il faut, pour faire les investissements publics. Alors, dans le cas de l'Afrique du Sud, les derniers échos que j'ai eus, c'est qu'il semblerait qu'on ait atteint un tel point de dégradation que là, ça y est, ça crée un peu un effet de sidération, donc on va essayer de faire quelque chose. Enfin, est-ce que ça ira assez vite, assez fort? Ça reste à voir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment sur le réseau ou, Oui, madame? J'aimerais juste apporter une petite contribution. Comme ils l'ont dit, la configuration du réseau électrique dépend de plusieurs critères, notamment du milieu démographique de la zone, du besoin. S'il s'agit d'une utilisation domestique, des consommateurs domestiques ou industriels, mais aussi du financement qu'il faut développer ces réseaux. Et c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels quand même travaillent pas mal les acteurs du réseau électrique, notamment les gestionnaires des réseaux ou les politiques, ou même les associations et les investisseurs. Et aujourd'hui, les modèles de réseau qui se développent, c'est plutôt, comme ils l'ont dit, soit les mini-réseaux donc décentralisés, ou soit même les pico-réseaux, donc qui sont des mini-réseaux mais de plus petite taille, qui sont installés donc, dans les villages, donc, qui font par exemple une centaine d'habitants ou un peu moins, ou même des kits qui sont développés, donc qui sont à l'échelle donc, du consommateur. Ça peut être un kit solaire ou autre. Et il y a aussi pas mal de travaux qui sont en train d'être faits pour interconnecter du coup les pays. Aujourd'hui, on a les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont reliés avec l'Afrique centrale et l'Afrique australe pour non seulement renforcer le réseau existant, le réseau central, mais aussi pour permettre donc, à la qualité du réseau de s'améliorer, notamment de réduire les coupures de courant ou autres. Donc c'est des sujets sur lesquels c'est vrai l'évolution n'est pas aussi ascendante, mais il y a pas mal de projets qui sont en cours. Et notamment, je peux citer l'exemple du Sénégal. Donc on compte développer en tout cas l'électrification en s'appuyant sur le gaz, notamment. Il y a aussi, pour adresser du coup les problèmes des habitants ruraux qui ne sont pas connectés au réseau. Donc il y a le fait de développer des mini-réseaux. Aujourd'hui, on a 1000 villages qui sont en train d'être électrifiés par laser. Donc il y a pas mal de choses quand même qui bougent, et notamment aussi il y a pas mal de startups aujourd'hui qui existent et qui apportent des solutions du coup, aux gestionnaires des réseaux ou aux acteurs donc, pour faire avancer ces outils. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup pour qu'on comprenne d'où vous venez? Moi, c'est Mamdou, donc je suis responsable de projet de développement d'applications SaaS donc, chez Ikaton. Donc, Ikaton, c'est une start-up donc, qui est basée à Lyon et qui développe une application donc, à destination des gestionnaires de réseau. Donc vous travaillez, ou en tout cas vous menez des études avec certains pays d'Afrique. Ok. On réalise aussi des études et des conseils, donc ça va être des études de faisabilité, donc raccordement. On a travaillé avec des gestionnaires algériens. Actuellement, on travaille avec des gestionnaires tunisiens et avec Laser aussi au Sénégal, avec pas mal de acteurs. Et du coup, c'est intéressant parce que ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est que, sur les interconnexions, en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que, en gros, vous êtes en train de dire que toute l'Afrique subsaharienne est en train de s'interconnecter, et l'Afrique du Nord, du coup, elle n'est pas connectée directement à l'Afrique subsaharienne au niveau des réseaux. L'Afrique
C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est ce qu'on constate, c'est que le Sahara finalement est une barrière plus imperméable que la Méditerranée. C'est notamment dans les études qu'on a menées, c'est quelque chose qu'on a vu effectivement en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire du coup bénéficie d'un contexte, on va dire, plus favorable que certains autres pays en Afrique, et du coup la Côte d'Ivoire, elle se positionne vraiment dans son ambition comme un hub énergétique à l'ouest. Effectivement, le fait de développer des interconnexions avec les pays voisins, même si on a dit qu'il ne fallait pas copier-coller le modèle européen, ça permet quand même d'avoir une meilleure gestion de son réseau, et notamment quand on va aller sur beaucoup d'énergie renouvelable et beaucoup de solaire, puisque on l'a dit, le potentiel solaire en Afrique est extrêmement important. On a compris récemment que la possibilité, le fait de pouvoir gérer la flexibilité de sa production électrique par l'interconnexion était un point fondamental. Donc en effet, ça va aussi accentuer et améliorer les possibilités, notamment en Afrique de l'Ouest. Allez-y, oui. Oui, je suis docteur Elias Farakam, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est avec intérêt que j'ai suivi tout ce que vous avez dit sur la Côte d'Ivoire. Effectivement, la Côte d'Ivoire a une position à travers les barrages électriques, le projet Fox-Cross, le projet Azito, tout ça qui fournissent de l'énergie. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire passe à l'autre étape. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café, de cacao, d'EVA dans le monde. Et donc, on est dans une approche de décarbonisation totale pour pouvoir entrer sur les marchés et autres. Et donc, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit, de ne pas avoir peur, dire qu'en Afrique, il y a des risques. Non. Il faut venir. On est là, je suis le patron de Deep Recycling. Nous avons été mandatés pour venir ici, pour écouter, pour voir ce qui se passe. Donc, ce que nous attendons, c'est voir l'écosystème, mais également voir tout le processus de décarbonisation. Un pays comme la Côte d'Ivoire produit de l'EVA. L'EVA consomme beaucoup d'énergie. Et ces énergies sont utilisées, c'est des énergies fossiles. Ce qui rend notre EVA moins compétitif. Voilà, après, à la vente, par rapport à des pays comme la Malaisie, comme la Thaïlande. Donc aujourd'hui, c'est de regarder avec vous les possibilités de financement. Oui, les possibilités de financement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, qui n'a rien à voir. C'est le privé. Privé, on regarde ce qu'on peut faire en termes de méthanisation, c'est la biomasse et autres. C'est ça la réalité, parce qu'on a des zones industrielles aujourd'hui qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin d'énergie. Et avec le métro et tout ce qui se met en place, c'est budgétivore, c'est énergivore. Donc nous sommes là pour comprendre, pour voir quelles sont les possibilités, et ceux qui seraient intéressés pour qu'ensemble on puisse discuter et voir des possibilités d'investissement dans ce domaine. Et moi je voulais vous rassurer qu'il n'y a pas de risque particulier. Le gouvernement a ses projets avec EDF, parce que c'est Bolloré, c'est EDF qui sont les producteurs d'énergie avec les barrages électriques, avec les Chinois. Mais aujourd'hui, il y a d'autres alternatives où il n'y a aucun problème si on rentre dans une approche de financement, de solutions innovantes en termes de décarbonisation, en termes d'énergie renouvelable, même de transition écologique pour pouvoir financer notre industrie. Et je crois que ce qui était dit aussi, c'était il y a cette question-là. Effectivement, on a parlé de stabilité tout à l'heure, mais même si je pense que c'était pas tellement l'objet de la sécurité, mais plus de la stabilité gouvernementale, etc. Et puis surtout, je suis en train de perdre le fil. Oui, l'enjeu aussi, c'est la question géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, la Chine se replient sur eux. Et donc, du coup, les financements, ils viennent pas tant parce qu'il n'y a pas de stabilité, mais parce qu'en fait, on se met à réinvestir dans nos propres zones géographiques. C'est ce que j'ai compris, moi, tout à l'heure. Mais juste pour rebondir sur votre point rapidement, alors la question de l'accès au capital fondamental, et le capital coûte beaucoup trop cher par rapport aux risques qui sont, on va dire, réels, par rapport aux risques perçus ou aux risques purement, quand on applique des critères de risque pays, comme on l'a toujours fait en regardant les données macro, etc. C'est clair.
Alors, il y a 2 développements qui sont quand même intéressants. Le premier, c'est que la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, a désormais un mandat pour travailler, d'ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire, mais dans, je crois, une dizaine de pays de la région. Donc ça, c'est très bien, parce que la BERD a été un extraordinaire moteur de modernisation des actifs industriels, etc., ou urbains, ou de développement d'infrastructures en Europe, et puis dernièrement, évidemment, en Europe centrale et de l'Est. Donc, et puis en Afrique du Nord, Turquie, donc ça va dans le bon sens parce qu'ils apportent une expertise et puis évidemment des capitaux plus compétitifs. Et puis le deuxième point, c'est celui de la Banque européenne d'investissement qui elle aussi va a priori s'intéresser davantage à la région. Alors ce ne sera jamais suffisant. Il y a des banques régionales de développement qui sont sous-capitalisées, donc on retombe souvent sur le même problème, etc. Mais enfin, voilà, petit à petit, il y a quand même des choses qui se font, mais évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Et donc, je reviens à l'enjeu fondamental, qui est que il va falloir faire davantage, en mobilisant davantage les capitaux locaux. Ça, c'est incontournable, en fait. Ok, merci. Je vous laisse réagir, ça tombe bien, c'est un peu ce vers quoi on voulait conclure, sur justement la question de comment est-ce que les ressources peuvent aussi être un levier ou pas au financement et au développement des énergies en Afrique. En effet, je rejoins effectivement tout ce qui a été dit. C'est pour ça que j'ai aussi souri lorsque Marc-Antoine disait qu'il ne faut pas avoir une réaction épidermique lorsqu'on parle de projets fossiles en Afrique. C'est aussi grâce à ces projets pétroliers et gaziers qu'on va pouvoir, s'il y a la bonne régulation, si les capitaux les revenus sont bien fléchés, qu'on va pouvoir avoir un financement africain pour à la fois un développement africain et une transition africaine. À nouveau, on évite de refaire les erreurs qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire que plutôt que comme la Chine, avoir une croissance énorme alimentée par les énergies fossiles et après chercher à transitionner, on peut essayer d'avoir des modèles un petit peu hybrides où en développant des énergies fossiles, on arrive aussi à développer en parallèle des énergies renouvelables. Et quand on regarde le potentiel, ça paraît tout à fait envisageable et tout à fait viable pour tout le monde. Et effectivement, c'était les points sur lesquels on voulait terminer. Il faut que lorsqu'on parle de ces gros investissements et de tout ce qui va venir là-dessus, et en particulier les projets pétroliers et gazés, que justement la régulation accompagne. Et je parlais tout à l'heure de contenu local, ou ce qu'on appelle local content. Et je pense que c'est un des points très importants pour l'ensemble des pays. Alors, des pays qui s'en sortent très bien sur ces politiques, d'autres où ça reste à développer. Mais en tout cas, c'est important pour les gouvernements et les industriels de prendre cette question de manière extrêmement importante et d'arriver à définir une feuille de route sur le retour sur investissement d'$1 investi dans un projet énergétique, avec combien ça va générer en termes d'emploi, quel est le développement économique qui va pouvoir être dont on va pouvoir tirer, quel est le tissu industriel local qu'on va pouvoir développer. On ne pourra pas tout faire sur des projets énergétiques qui sont gigantesques, mais qu'est-ce qu'on peut développer localement comme industrie, quels sont les emplois qui vont être créés. En fait, ça a un effet boule de neige si après on accompagne ça de transfert de connaissances, qu'on travaille aussi sur l'éducation, quelles sont les infrastructures pédagogiques et d'éducation qu'on crée localement pour pouvoir faire du transfert de connaissances et pouvoir permettre du coup à l'ensemble de la population d'un pays ou d'une zone de bénéficier des investissements internationaux. Et finalement, là, on arrive sur une logique de gagnant-gagnant qui n'est pas juste je vous construis une infrastructure contre je ne sais pas trop quoi sur un autre deal. Là, on a vraiment cette logique on investit $1 et derrière, c'est du dollar induit et c'est un effet boule de neige pour l'ensemble de la population. Peut-être un mot pour compléter, puis j'aimerais bien aussi qu'on puisse évoquer, alors on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin parce qu'en fait on touche à la fin et c'était vraiment trop court, mais qu'on puisse parler aussi un peu des compétences, parce qu'on l'a évoqué là rapidement et c'est quand même un vrai sujet aussi. Ouais. Alors je suis tout à fait d'accord et je vais même peut-être aller un tout petit peu plus loin en formulant une sorte de mise en garde, c'est-à-dire que les stratégies de local content sont absolument essentielles, indispensables, etc. Mais on peut pas, ça ne se décrète pas le local content. Si vous tentez d'attirer des investissements dans les supply chains locales, mais qu'en même temps vous avez de l'incertitude et de l'instabilité fiscale
on vous fait du yo-yo sur la pression fiscale, etc., où on vous force à travailler avec tel acteur ou telle banque, etc., à faire des dépôts sur des comptes qui disparaissent, tout ça est totalement impossible. Et au fond, le grand risque, c'est qu'il y a des pays dans le monde qui vont réussir leur stratégie de local content, mais malheureusement, ça risque aussi de faire fuir des investissements. Et c'est une concurrence internationale. Je regarde l'industrie minière. Par rapport au potentiel minier africain, si on enlève l'or, en fait, il n'y a pas grand-chose comme investissement en Afrique. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Et ce n'est pas l'or qui assure le développement. L'or, ça assure plutôt la destruction. J'aimerais bien qu'on me contredise, mais malheureusement, c'est ce que j'observe. Environnemental, social, de corruption, etc., etc. Donc, les vrais beaux investissements, les projets de qualité, cela risque en réalité d'aller ailleurs. Et c'est déjà, en fait, un peu ce qu'on observe. Et donc, là, il y a vraiment un moment pivot où voilà, il faut que toutes les planètes s'alignent d'une certaine façon, parce que sinon, malheureusement, on va continuer un peu de stagnoter, quoi. Sur le local content, c'est vrai que je ne sais pas si on l'a trop défini pour tout le monde, mais c'est un genre de protectionnisme qui est un peu ouvert, en fait. L'idée, c'est de dire OK pour des investissements, mais du coup, il y a des rétributions qui sont imposées, calculées, négociées dans le cadre de l'investissement. Oui, en fait, ça repose sur l'étude du tissu industriel local, de ce qu'il est en capacité de produire à un instant T, de ce qu'il sera en capacité de produire à horizon de plusieurs années, et de définir finalement quelles sont nos ambitions sur telle ou telle industrie. Effectivement, l'idée, c'est pas de tout construire, mais c'est plutôt déjà de capitaliser sur l'existant, accompagner des entreprises locales à se structurer pour qu'elles puissent travailler avec des acteurs internationaux sur une réglementation internationale, avec toutes les contraintes que ça peut générer de travailler avec des grands groupes, et travailler là-dessus sur l'ensemble de la supply chain. Et finalement, après, si on tire le fil, on arrive aussi à l'éducation et les compétences. Quelles compétences, si demain on veut que telle ou telle industrie soit prédominante dans la fourniture de X ou Y équipements, quelles compétences derrière il faut former localement pour avoir les ingénieurs, les techniciens, les docteurs qui prendront les rôles à responsabilité dans les projets et dans la maintenance et dans le suivi de tous ces actifs de demain. Merci beaucoup. Je vais vous laisser peut-être conclure avec un mot de la fin chacun, si vous voulez résumer ou dire quelque chose qu'on devrait retenir en fait de cette conférence. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Pour moi, c'est le moment, c'est cette idée de moment charnière avec finalement le monde passé là qui s'efface. Le risque pour l'Afrique, à mon avis, là pour le coup, c'est toute l'Afrique. C'est celui des surcapacités chinoises quand même, parce que là on parle de perspectives potentielles de réindustrialisation, etc. Mais les droits de douane et les tarifs, etc. en Afrique, c'est hyper poreux, c'est très mal contrôlé, et ça intervient de surcroît au moment où on veut créer cette zone de libre-échange qui est absolument indispensable, parce qu'il faut faire cette intégration économique, il faut baisser les coûts de la logistique qui sont effrayants. Et donc, mais à ce moment-là, si c'est mal géré, là, ces 2-3 prochaines années, malheureusement, la vague chinoise qui arrive, qui va être d'autant plus forte qu'il y a ces murs en Amérique du Nord et que les surcapacités sont là et s'accumulent, et ne seront pas absorbées par le marché intérieur chinois, je pense que c'est très probable que ça se déverse malheureusement en Afrique et que ça tue dans l'œuf tous les efforts qu'on a patiemment là, pu monter avec des super cas que vous évoquiez aussi, mais qui pourraient du coup malheureusement péricliter. Ouais. Xavier ? Alors, je vais finir sur un mot peut-être un petit peu plus positif, dans le sens où il y a un océan d'opportunités en Afrique pour tout un nombre d'acteurs, fabricants de produits, fournisseurs de services. Vraiment, les opportunités, elles sont gigantesques. Elles sont à regarder à la lumière locale, au détail de pays par pays et des contraintes que chaque pays possède. Je pense que lorsqu'on regarde ces opportunités, il ne faut pas travailler, faut pas opposer les énergies. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'énergie.
La quasi-totalité de l'Afrique est en dessous du seuil de pauvreté énergétique. Donc l'Afrique a besoin d'énergie, a besoin de toutes les énergies. Donc il ne faut pas être clivant là-dessus. Il faut travailler tout ça. Et après, en fonctionnant sur des partenariats gagnant-gagnant, je dirais, entre ce qu'on sait faire en Europe, ce qu'on peut apporter, tout en justement n'allant pas piller, mais en encourageant le développement industriel africain, on peut se saisir de ces opportunités et en faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est une de nos convictions. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à vous, Steve. Merci. Je suis vraiment désolé, honnêtement, on aurait pu continuer encore pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est hyper intéressant. Et puis, comme on l'a dit, en fait, il faut voir les situations pays par pays. Voilà, donc en fait, ça mériterait quasiment une journée de conférence. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans le sujet et que ça a pu défricher quelques infos. Et puis, je vous souhaite une bonne dernière journée, enfin une bonne journée et une bonne dernière journée si vous venez demain sur Mix.